Bonjour, ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, sans trop vous faire tarder, on va vite directement aller au vif du sujet, notamment du dernier pay-per-view de 2002, même si je sais qu'il y en a qui m'en manquent certains, mais voilà, c'est, on va dire, le tout dernier de la fin de l'année 2002, et que je vais vous le montrer tout de suite. Armageddon 2002 avec Raw et SmackDown. Donc, il y a l'affrontement entre Shawn Michaels et Triple H dans les 3 étapes de l'enfer. Et l'affrontement pour le titre entre Big Show et Kurt Angle. Alors, quand je dis c'est le dernier show de l'année 2002, c'est exactement le cas. Mais que j'ai pas non plus tout en intégralité en 2002, comme en 2003. 2004 j'ai quasiment complet, 2005 j'ai complet, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 il m'en manque quelques-uns, 2015 il m'en manque pas mal, 2016 également, 2017 aussi, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Bref, il y en a qui m'en manquent beaucoup, et même ceux de la grande époque. Donc voilà. Et je sais que les DVD comme ça, ils existaient aussi en cassette VHS quand c'était encore accessible et abordable. Et là, on voit les affrontements. Et là, il y a des bonus, des interviews. Et surtout, un match bonus de SmackDown pour devenir le challenger numéro 1 au titre de la WWE détenu par le Big Show. Et attendez, je sais pas si j'ai la liste. Non, je n'ai pas la liste malheureusement. C'est pas grave, mais de toute façon, j'ai la liste sur papier. Bien sûr, c'est pas, on va dire, coloré, mais je l'ai. Alors, pour le match bonus, ben, il y a Kurt Angle contre Eddie Guerrero, contre Chris Benoit et contre Edge. Alors, il faut savoir, c'est que dans le match, eh ben, c'était excellent. Très même excellent. Même si Edge, il joue sur sa blessure à la jambe causée par A-Trent. Parce que oui, quand j'ai regardé le show et que j'ai vu qu'il y avait Edge contre A-Trent, j'ai vu les images. Donc pour ça, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et que c'était aussi à élimination. Donc les 2 catcheurs ont été éliminés, que sont Eddie Guerrero et Chris Benoit. Et ça restait entre les 2 ennemis jurés numéro 1. Kurt Angle et Edge, qui vont nous sortir un incroyable match. Non, c'est un incroyable match. Hein. Franchement, c'est un incroyable match. Et je ne vous l'ai pas dit, mais il est en anglais. Il n'existe pas de version française. Que ce soit de 2002, 2003, il n'existe aucune version française. Et que ça va se jouer entre finish pour finish. D'un côté, on a le Execution, le Spear de Edge, et de l'autre côté, le Olympic ou le Angle Slam de Kurt Angle et notamment du Ankle Lock, toujours détenu par Kurt Angle, et que ça va se jouer en rien. Même Edge a fait son Angle Slam sur Kurt Angle, mais ça ne va pas passer. Et à chaque fois, Kurt Angle se relève, enfin, il se relève d'une prise. Il lève l'épaule même à la toute dernière moment et que on va se jouer à 2,99, 2,99 si vous préférez. Et que après ça veut en finir, mais ça continue jusqu'à ce qu'il y a, on va dire, au niveau de la 3e corde, Edge qui veut préparer son attaque, soit pour un splash ou un dropkick de la 3e corde, mais Kurt Angle l'attrape en vol et il en termine avec un Angle Slam de la 3e corde et il remporte le match. Et après sa victoire, il se fait attaquer par le Big Show qui l'attaque et qui lance un message clair. Et attendez, je vais vite venir. Oui, désolé parce que mon chien il a aboyé comme un fou parce qu'il a entendu quelqu'un. Oh, il est fou de aboyer comme ça. Donc je disais... Allez, je disais que après sa victoire, eh ben, il lance un message clair et net à Kurt Angle, comme quoi qu'il va bel et bien l'affronter, mais qu'il va ressortir perdant, parce qu'il a un grand sage à ses côtés, et ce grand sage, c'est Paul Heyman.
Donc c'est ça ce que je voulais dire avant que mon chien commence à lever la voix, en aboyant bien sûr. Donc pour ce match à SmackDown, très très excellent, je lui mets un 3,80. Rien de surprenant, mais je lui mets ça. Et pour le Saturday Night Heat du show Armageddon, on a Jeff Hardy contre D'Lo Brown. Et qui se conclut avec une victoire de Jeff Hardy. Donc bien sûr Twist of Fate, Sweat and Bomb. Donc c'est sûr, victoire de Hardy qui clôture la fin du Saturday Night Heat pour passer à la carte principale. Donc 3,5, je le mets ça. Et ensuite, pour ouvrir le show en beauté, on fait un match par équipe. Donc, c'est là. Donc, match à 4 à élimination pour les titres du monde par équipe, détenu par Y2J, Chris Jericho et Christian, contre Booker T, Goldust, Dudley Boyz, donc Bubba Ray et Devon Dudley, et pas Spike Dudley cette fois-ci, Lance Storm et William Regal. Et que la plupart ont été éliminés, donc Lance Storm, William Regal et les Dudley Boyz ont été tous les deux éliminés, jusqu'à ce qu'il reste Booker T, Goldust contre Christian et Chris Jericho. Et que je me rappelle que les deux Canadiens voulaient jouer sur la ruse, donc la ruse façon canadienne, en essayant de distraire l'arbitre, en trichant, en prenant une ceinture pour frapper avec. Bref, c'est un peu comme à la manière de Eddie Guerrero, que ce soit de frapper et après de simuler, et pas simuler, parce que ça ne veut rien dire simuler. Et que je me rappelle, après, dans un tournant du match pour le finish, Chris Jericho, notamment, il a le titre, et que Christian veut être distrait, mais il se fait allumer par Goldust. Mais Chris Jericho n'a pas lâché le titre, il veut quand même le frapper avec sur Booker T. Alors que le Booker T, il fait un bookend, et entre-temps, il avait fait un coup de pied au ciseau, mais qui n'a pas passé à cause de l'intervention de Christian. Mais il gagne avec un bookend, qui est un Urinagi ou Rock Bottom, appelez ça comme vous voulez. Il le bat, et ce match-là, 3,50 pour commencer la soirée. Alors qu'on était peut-être passé au ventre mou du show, et que là, le ventre mou commence à bien se remplir. Oui. Et en parlant de l'affrontement, Edge contre le Prince Albert, ou A-Trent, si vous préférez. Donc, j'ai vu les images, comme je l'ai dit, il s'était fait attaquer lors de l'épisode de SmackDown, et qu'il a quand même fini le match malgré la douleur. Enfin, il n'a pas gagné, mais il a fini le match malgré la douleur, mais qu'il veut entamer sa courte petite rivalité avec A-Trent, et qu'il est prêt à lui donner une leçon, ou alors le remettre à sa place, lui faire entendre raison, comme quoi il ne va rien faire pour empêcher Edge de réussir son objectif. Et que si je crois bien, c'est après la fin de l'année 2002 qu'on lui diagnostique qu'il a le cou brisé, si je crois bien. Mais que Edge, malgré le cou brisé, il continuait quand même ses matchs, parce qu'il a la volonté et le courage, et qu'il était à 2 doigts de réussir, jusqu'à ce que A-Trent s'empare d'une chaise à l'extérieur. Il a voulu tenter de l'utiliser, mais Edge le calme, jusqu'à ce qu'au moment où A-Trent tourne le dos à Edge pour prendre la chaise sans que celui-ci s'en aperçoive, pour le frapper avec. Donc il frappe Edge, et du coup ça cause sa disqualification, mais victoire à Edge par disqualification. Un genre de fin, comme je l'ai dit, que je n'apprécie pas du tout, mais que le match n'est pas si mauvais en soi, mais il n'est pas non plus exceptionnel, et que malgré qu'il se reçoit un coup de chaise, Edge revient en force et il atomise A-Trent en le matraquant à coup de chaise. Et après, il y avait beaucoup de segments en coulisses, notamment le segment avec Paul Heyman et le Big Show, parce que voilà, il craint que Brock Lesnar pourrait, on va dire, semer la pagaille lors du match entre Big Show et Kurt Angle. Donc oui, l'ombre de Brock Lesnar plane autour de ce match, et que justement ça va être exactement le cas.
et que je vais vous le spoiler tout à l'heure. Mais bon, de toute façon, c'était, on va dire, presque voulu, presque, même malgré tout. Et que pour ce match-là entre Edge et A-Trent, c'est 3,40, rien de surprenant. Ouais, oui. Et que là, maintenant, on passe à un très bon match, très technique, entre les deux meilleurs amis, que sont Chris Benoit et Eddie Guerrero. Et que là, dans ce match-là, on ne se doutait pas un seul instant qu'il y aurait l'ombre de Chavo qui pourrait faire surplace dans le match. Et malheureusement, ben, ça va exactement le cas, même si on ne s'attendait pas à le voir. Alors qu'entre les deux meilleurs potes qui utilisent de l'intensité dans le ring, même s'il y avait peu d'histoires à trop en dire ou en trop en raconter pour en faire une grosse rivalité entre les deux mecs, vu comment on sait qu'ils sont très proches et qu'ils adorent s'affronter. Et il n'y a pas, on va dire, de réelle compétition qui est meilleur que l'autre, alors qu'on sait que Benoit et Guerrero sont tous les deux meilleurs et ils sont aussi au top. Et qu'en 2004, ben, ils vont mener à leur explosion. Et je parle pas explosion d'amitié, je parle de leur explosion en ascension. Et que après des petits moments de ruse de Eddie Guerrero pour essayer de parvenir à ses fins, notamment la triche, vu comment on sait que c'est un spécialiste de la triche, il veut gagner en trichant, sans que l'arbitre s'en aperçoive, ou alors il veut faire croire que le catcheur en face de lui triche pour qu'il a la victoire. La ruse façon Guerrero. Et que on sait que maintenant c'est pas très nouveau, jusqu'à ce qu'il y a Chavo qui arrive et qui lui assomme un coup de ceinture du titre par équipe. Mais Benoît ne perd pas le nord et il ne perd pas le match non plus. Et que ça va pas l'empêcher de continuer, il en faut plus pour l'arrêter. Et qu'il n'a pas arrêté non plus à intervenir dans le dos de l'arbitre Chavo, mais Benoît le calme, il le propulse. Il tentait aussi un diving headbutt sur Guerrero, qui réussit, mais après, lorsqu'il a voulu tenter une première fois, ben, il avait échoué, il a atterri dans une piscine tout vide bien sûr, et que lorsqu'il tente, ben, il touche la cible, et il veut en finir avec son crossface. Mais que Guerrero, ultra résistant, ne veut pas céder à la pression, il va quand même se faire céder, vraiment, jusqu'à ce que, voilà, on arrive à un tournant du match, il le coince dans son crossface, dans son crêpeur crossface, bien sûr, et il le bat par soumission. Donc, Guerrero perd par soumission, et Chris Benoit gagne par soumission. Au moins, on s'est bien fait comprendre. Et ce match-là, c'est presque au niveau des 4, mais je lui mets un 3,90, car il est assez peut-être convaincant. Il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais je le mets par bonne et bel et bien d'occasion. Et maintenant, je sais pas s'il y avait un segment. Enfin, je crois que oui, mais parce que là, je vois Tori Wilson et Dawn Marie. Ah, peut-être que je vais revenir là-dessus parce que ce segment-là, je l'ai vu sur le ring et que lorsqu'il nous montre une vidéo entre Dan Marie et Tori Wilson, je me rappelle c'était chaud et pas chaud comme si c'était, on va dire, ultra nerveux et qu'il va se passer un truc de bourrinage ou une grosse rivalité. Non, c'est pas ça. En fait, la rivalité tourne autour entre Tori Wilson, Dawn Marie et le père de Tori Wilson. Donc oui, vous avez bien compris, le père de Tori Wilson, nommé Al Wilson, et que je croyais que c'était un de ces, on va dire, foods officiels. Je croyais vraiment, voilà, qui a été ajouté comme ça par rapport, il faut encore plus enfoncer le clou pour attirer du monde, et que le côté attitudera est toujours présente. C'est ce que je croyais.
Et que lorsque Dan-Marie explique au père de Tori Wilson qui va voir la vidéo, qui va peut-être le choquer ou alors le faire dépiter, choquer, dépiter, ce que vous voulez. Ça va être exactement le cas. Et ce segment se passe dans une chambre d'hôtel. Et dans cette chambre d'hôtel, ben, on voit Dan-Marie qui attendait Tori Wilson, que elle arrive dans la chambre d'hôtel. Et qu'après, c'était un verre de champagne, un petit, on va dire, une petite fraise pour manger, et que c'était une toute petite. Et qu'après, lorsque Tori Wilson mange un bouchée de bout de fraise, et ben, Dan-Marie mange la moitié de la fraise. Et que je me suis dit, ouh là là, ben, ils veulent faire un truc chaud, c'est pas possible. Et quand je dis chaud, ça veut dire que c'est parfois, vous trouvez ça gênant, ou alors vous trouvez ça tellement excitant que ça plaît voir deux femmes sexy arriver l'une vers l'autre, ou peut-être se déshabiller pour plaire à certains sadiques qui adorent voir les jolies formes. Ou encore, si vous voulez, voir deux meufs s'embrasser. Et en parlant de ça, c'est ça ce qui va arriver. Et que je me dis, non, c'est pas possible. Ils ont le segment que j'avais vu il y a fort longtemps. Enfin, même pas fort longtemps. Il y a des fois, c'était il y a 2 ans ou récemment. Parce que des fois, j'envoie des vidéos sur Instagram, des anciennes vidéos de l'époque. Et que je me disais, non, dans ce show Armageddon, ils ont montré ça. Oh, j'ignorais, hein, franchement, j'ignorais. Et que face à ça, je suis complètement innocent. Je ne suis, on va dire, pas responsable de ce que je suis en train de vous dire, si ce n'est que je vous explique tout ce qu'il y a eu. Et que c'est un peu, pour moi, compliqué à tout vous décrire, tellement que j'ai trouvé limite gênant. Et que, voilà, moi, tout ce que je sais, ça se conclut par un baiser. Et pas au lit, bien sûr, pas au lit, mais de meufs qui s'embrassent sous les yeux dépités du père de Tori Wilson. Et qu'en plus, il y a une histoire. Hein. Dan-Marie se tapait le père de Tori Wilson. Hein. Donc, il se tapait le père et que après ça, ben, elle se tape la fille. Et que je me suis dit, mais what? C'est extrêmement lunaire tout ça. Putain, mais... Déjà, c'est pas pour rien qu'on se rapproche d'un côté presque pornographique. Hein, parce qu'il y a un petit côté érotique dans ces segments comme ça. Et que c'est sûr, McMahon, je suis sûr que... il bandait rien qu'à voir ça. Oui, je sais, je dis des trucs comme ça, mais c'est pas faux non plus. C'est pas tout à fait faux. Et que je décide de passer ce segment-là parce que... Ouah, qu'est-ce qui m'a gêné. Qu'est-ce qui m'a gêné. Bon, après, il y avait un autre segment, c'était avec Brock Lesnar et Kurt Angle. Et justement, ben, Kurt Angle lui montrait la cassette au moment où Paul Heyman lui avait trahi, honteusement. Et que ce qui va faire, eh ben, peut-être que Brock va le faire également à Paul Heyman, mais aussi au Big Show. Donc voilà, il lui montre toute la vérité. Peut-être pour qu'il se rallie à la cause de Kurt Angle. C'est peut-être pour ça aussi. Mais bon, je passe aussi à ce segment-là. Et qu'on passe à Batista contre Kane. Le match que j'avais déjà cité dans I Walk Alone de Batista. Et que ça se conclut par une victoire de Batista. Alors le match en soi, je l'avais déjà expliqué en détail. Comme tout à l'heure, je viens d'expliquer en détail ce qui s'est passé dans le segment avec Tori Wilson et Dan-Marie. Donc je ne fais que dire de ce que j'ai vu. Et que je peux pas non plus trop en dire, vu comment dans les reviews précédentes, des fois,
il y a les mêmes matchs qui se ressemblent et que je suis obligé de le dire et que d'un autre côté ça me fatigue. Et que là, ce match-là, ben, vu comment c'est la deuxième fois que je le vois et que je vais quand même en dire, eh ben j'en ai déjà trop en dit. Et que moi, si je croyais bien, c'était victoire de Kane, mais sauf que c'est victoire de Batista. Et que voilà, c'est ma faute si je me trompe. Mais bon, victoire de Batista grâce à l'aide de Ric Flair, parce que Ric Flair ne l'a pas aidé pour rien, vu comment il est toujours prêt à aider son prochain pour le mettre over, ou pour lui donner de l'importance. Donc, je crois que c'est bon ce que je viens de dire. Voilà. Et que maintenant, on passe au match triple menace pour les titres féminins. Donc, entre Victoria contre Trish Stratus contre Jacqueline. Et que les trois femmes, ils ont démarqué comme ils pouvaient. Ils ont démarqué comme ils pouvaient, notamment en sortant des petits spots sympas. Pas très fous, mais sympas. Parce que c'est pas non plus des matchs 5 stars, mais ça reste intéressant à voir. Et que le match, on va dire, il n'est pas nul, ni dégueulasse en soi. C'est juste qu'il y a le manque de rythme. Et surtout, c'est juste un match là pour faire un peu calmer la tendance qu'il y a eu dans les matchs. Donc, c'est un peu pour se décomposer, si on peut se dire, ou décontracter, se détendre, après deux gros matchs qui va suivre, parce que le gros match, c'est Kurt Angle Big Show, et surtout le main event, qui est ultra excellente. Mais bon, c'est victoire de Victoria. Je me rappelle qu'elle a piégé Trish Stratus, alors que Trish Stratus faisait son check kick sur Jacqueline, et qu'elle décide de l'assommer avec un coup de ceinture, si je crois bien, avant de remporter le match. Et après, elle remporte le titre, et elle vole le chapeau de cowgirl de Trish Stratus. Ce match-là, je vais être gentil, je lui mets un 3,5. Voilà, vu comment il n'est pas très mauvais en soi, mais il n'est pas si fou non plus. Mais ça va, ça passe. Et que là maintenant, on passe au main event de SmackDown, et que après, à la toute fin, ce sera le main event de Raw. Donc pour le main event de SmackDown, Kurt Angle contre le Big Show, pour le titre de la WWE, et bien sûr vous avez vu que le Big Show, il est accompagné par Paul Heyman. Match, alors c'est soit on aime bien, soit on déteste, et que j'ai bien aimé, vraiment bien aimé, et que les problèmes qui me gênaient, c'était un peu les interventions de Paul Heyman, ou encore quand l'arbitre va être KO, ce sera l'intervention de Brock Lesnar, qui va le faire un F5 sur le Big Show, pour donner la victoire à Kurt Angle. Mais après, j'ai vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est qu'il a tenté des German suplex qui n'a pas passé sur le Big Show, mais que après il va essayer quand même lui décoller les pieds du sol, un truc qu'il va essayer de faire, et aussi un Angle Slam, mais qui ne va pas passer. Alors le Big Show, lui, veut faire le Shock Slam, mais ça ne va pas passer, et qu'après, vu comment j'ai dit tout à l'heure, oui, l'arbitre est KO, Brock Lesnar arrive, il fait un F5 sur le Big Show, et c'est la victoire à Kurt Angle, malgré que l'arbitre avait mis un peu de temps à venir. Mais bon, voilà, 3,70, je lui mets directement ça, ou 3,70 si vous préférez. Et là, maintenant, on passe au main event. Donc, un match des 3 étapes de l'enfer pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Triple H, accompagné par Ric Flair, contre Shawn Michaels. Alors maintenant, on connaît la rivalité entre les deux hommes. Shawn Michaels, qui avait fait son retour des rings après plus de 2000, 2001, 2002, après 5 ans d'absence, qui décide de revenir en force parce que Triple H lui avait trahi, et que lors de leur premier match au SummerSlam, Shawn Michaels le bat, et que ça va leur mener au Survivor Series avec plusieurs catcheurs, où il y a eu le tout premier stipulation du Elimination Chamber pour le titre, et que dans ce match-là, Triple H avait failli mourir suite à un 5-star Frog Splash de RVD, Rob Van Dam, et que malgré
le trachet explosé. Et il a quand même fini le match. Certes, il avait perdu face à Michaels, mais il n'a pas oublié sa vengeance contre Michaels. Et que c'est là où ils ont eu l'idée sadique d'ajouter les 3 étapes de l'enfer. Et que le premier, on va dire, le première étape, c'était Street Fight. Donc, ils vont s'affronter d'abord dans un Street Fight. Et que si je crois bien, ça va être remporté par Shawn Michaels. Et que dans ce match-là, oui, dans ce match-là, ils vont se battre partout, en utilisant des armes, notamment couvercle de poubelle, poubelle seulement, des chaises, et aussi un madrier embarbelé auquel Triple H va enflammer le madrier, mais qu'il ne va pas réussir à cramer Shawn Michaels, car c'est Shawn Michaels qui crame Triple H. Mais ça n'empêche pas de gagner le match, donc le premier match, et que ça va passer maintenant en match en cage. Donc voilà, ça passe en match en cage, et que les deux s'affrontent. Voilà, malgré l'épuisement, malgré la souffrance causée par l'un et pour l'autre, ils continuent. Même Ric Flair rejoint à la fête dans la cage, mais sauf que Shawn Michaels lui fait sa fête, et il lui fait refaire la façade de la cage, donc les grillages, en le faisant saigner Ric Flair. Donc il veut peindre la cage, enfin, il veut peindre la cage avec son sang. Oh là là, je galère à trouver des bons termes et des bons mots. Oh là là, je suis pas très doué. Je suis pas très doué comme garçon. Mais que après ça, c'est Shawn Michaels qui bat Triple H, je crois en faisant un switch in musique, ou alors un descendre du coude au niveau de la cage ou de la 3e corde. Ou peut-être un gros splash, peut-être. Peu importe. De toute façon, c'est Shawn Michaels qui remporte le match. Et maintenant, on passe à la 3e étape. À la 3e étape. Oh putain. Première étape, 2e étape, 3e étape. Le match de l'échelle. Et là, ça va se jouer à du 50-50 entre les deux hommes. L'un des deux pourrait, on va dire, remporter le titre. Et que l'un pourrait repartir sans le titre. Donc ils se donnent à fond, ils sortent une échelle, ils s'affrontent dessus. Malgré que les deux pissent le sang, ils continuent le match. Et au moment où Shawn Michaels avait l'avantage et qui était prêt à décrocher le titre, Triple H pousse l'échelle et fait, on va dire, basculer Shawn Michaels à travers les tables qui étaient à l'extérieur, et que ça j'avais oublié de vous préciser. Et ça permet à Triple H d'aller monter et capturer le titre au KLM. Titre que je rappelle qu'il a obtenu, et que c'est un petit peu lui le premier à l'avoir obtenu, sans avoir fait un match pour le mériter. Et que son règne de terreur... Parce que là, on parlait de Roman Reigns avec son règne de terreur en tant que champion universel, WWE, à la grande époque, mais que Triple H aussi faisait un peu le même cas. Mais contrairement à Triple H, Triple H ne faisait pas, on va dire, celui qui était ultra puissant, que personne ne peut le battre. Alors que Roman Reigns, il fait comme si il est puissant, personne ne peut le battre, il est invincible, il est en mode Dieu, ou alors que dis-je, en mode Zeus, pour un peu enfoncer le clou. Ou alors il y en a qui diraient, vu comment il y en a qui sont fans de Marvel Comics ou DC Comics, peu importe, il y en a qui diraient le Thanos du catch. Roman Reigns, c'est un peu le Thanos du catch. Vu comment personne ne peut le battre, jusqu'à ce qu'au Money in the Bank, voilà, on sait que les Usos ont battu Roman Reigns et Solo Sikoa. Et que maintenant, Main Event Jey Uso veut notamment battre son cousin pour obtenir le titre. Alors, bonne chance Jay. Et aussi, il faut savoir qu'avant de tourner cette vidéo, là que je viens de regarder le show AEW Collision pour la coupe dédiée à Owen Hart, entre l'affrontement entre Samoa Joe et CM Punk. Donc, il faut savoir, c'est que je viens de regarder ça et que je sais pas ce qu'il y en a qui en pensent, mais je sais bien que
pour ceux qui ne sont pas forcément gros fans de catch, notamment gros fans de la EW. Je sais qu'il y en a qui sont pas très fans de la EW, comme il y en a qui sont pas fans de catch en général. Moi, il m'a quand même convaincu, même si je vais pas non plus trop en spoiler, vu comment je spoil déjà assez. Et que voilà quoi. Donc pour le match entre Triple H et Shawn Michaels, c'est un 4,70 que je l'avais mis auparavant, donc 4,70. Et que voilà, se termine la review sur Armageddon 2002. Donc voilà, pour conclure, les matchs, les bonus, les segments promo, interview et l'ensemble, 4,80. Et voilà, se conclut ça. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.